C'est un réel plaisir d'être avec vous. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Donc voici les titres. Clôture de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre du commerce à Conakry. 128 délégués consulaires étaient mobilisés à cet effet. Le plan d'action et le budget de l'année 2025 ont été adoptés. Et puis le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a tenu une table ronde qui a réuni institutions financières et agripreneurs. L'objectif est de créer un cadre de dialogue structuré et constructif entre les acteurs à suivre dans ce journal. Enfin, la couverture médicale des agents de l'État est l'un des plus grands acquis du CNRD, un aspect pris en charge à 80% par l'État guinéen. Nous en parlerons dans notre rétrospective de ce soir. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre a ce vendredi procédé au lancement officiel de la télévision numérique pour tous, TNT, couplé avec une pose de la première pierre. Un bâtiment de 3 étages sera construit à Coloma pour abriter la tête de réseau national et le centre de supervision du projet. L'initiative est pilotée par le ministère de l'Information et de la Communication. Ousmane Bangora, reportage. C'est désormais officiel. La Guinée aura bientôt sa toute première TNT, télévision numérique terrestre. Ce vendredi, sur le site directionnel de Coloma, le Premier ministre Amadou Ouriba lance officiellement les travaux de construction du projet. Avec cette volonté politique du gouvernement, la Guinée vient encore de franchir une étape décisive vers la modernisation de son paysage audiovisuel. Un bâtiment R+3 va héberger le centre de supervision et de maintenance, tout en favorisant l'équipement et la modernisation de l'ensemble des 15 sites de diffusion. Le projet va également permettre de favoriser l'accès à des images de haute définition de la télévision nationale partout à travers le pays. Le projet s'articule sur la numérisation de la radio-télévision guinéenne en matière d'équipement, de tout ce qu'il faut pour qu'on ait des studios modernes et des plateaux modernes. Ensuite, la modernisation et la densification du réseau de transport des signaux radio et TV. Et ensuite, l'acquisition d'un Obi-Wan et d'un Flyway pour faciliter désormais la retransmission directe. Les autres volets du projet, c'est la construction de 5 studios régionaux, Bokeh, Kankan, Kindia, Labé et Zérékoré, pour permettre désormais à nos compatriotes dans ces localités de produire des contenus localement. Ce projet est alors la solution permettant de résoudre définitivement l'épineux problème de couverture nationale en radio et en télévision. C'est le lieu de magnifier et remercier l'engagement indéfectible de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui, depuis le 5 septembre 2021, a engagé des grandes réformes en faveur du secteur audiovisuel. L'investissement très important mobilisé pour la mise en œuvre de ce grand projet est illustratif de l'intérêt que le chef de l'État et le gouvernement accordent à la prise en compte des besoins en information de l'ensemble des populations guinéennes, quel que soit leur revenu et leur résidence. Pour la réussite de ce projet d'importance capitale, Thomson Broadcast, partenaire de mise en œuvre, accompagne le ministère de l'Information et de la Communication. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux envisage de former plusieurs techniciens guinéens sur place ou à l'étranger. Nous sommes réunis aujourd'hui, en 2024, pour célébrer le démarrage d'un projet de modernisation sans précédent du secteur audiovisuel de la Guinée, avec un soutien important de la France. C'est donc pour nous, en tant qu'entreprise, une très grande fierté de continuer à écrire l'histoire de la télévision et de la radio aux côtés de notre partenaire guinéen. La TNT, télévision numérique pour tous, mais aussi télévision numérique terrestre, est un formidable vecteur de développement, d'intégration et d'inclusion pour l'ensemble de la population guinéenne et un bond en avant pour le rayonnement de la culture de la Guinée. Pour moi, c'est d'autant plus important que vous avez fait le choix de la souveraineté. Et je sais que c'est très important pour vous, parce que vous avez d'abord choisi de vous mettre en conformité avec vos exigences de l'Union internationale des télécommunications. Vous avez voulu reprendre votre territoire, le contrôle de votre territoire en diffusant sur l'ensemble de la Guinée.
Vous produisez aussi dans vos langues nationales, et c'est, je crois, très important. Le français, évidemment, a une place particulière en Guinée, mais vos langues nationales, c'est votre richesse, et nous sommes prêts à faire cette interrogation. L'opérationnalisation de la TNT permettra aux populations d'avoir accès aux 2 chaînes de télévision nationales, RTG 1 et 2, à un prix abordable. Déjà, le Premier ministre Amadou Ouriba, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, se félicite de ce autre progrès enregistré par la Guinée, qui rejoint ainsi le groupe des pays africains à expérimenter la télévision nationale terrestre. C'est un plaisir que ce soit M. Fana, ministre de l'Information et de la Communication, qui se retrouve aujourd'hui pour parler du lancement officiel de la TNT en République de Guinée. C'est une histoire, c'est un chemin. Il a traversé les péripéties de stagiaire avec tout ce que cela comporte d'aléas, jusqu'à être le directeur général et maintenant ministre de l'Information et de la Communication. Je dis ça parce qu'à travers lui, il y a des hommes et des femmes qui ont pris de l'âge, qui sont à la retraite, qui ont été avec lui ou avant lui dans ce processus de transformation qui a connu beaucoup d'aléas. Donc, à vous tous, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, nous rendons un vibrant hommage. Aujourd'hui, TNT, c'est un autre univers qui va changer fondamentalement notre approche. Création de nouveaux métiers, de nouveaux horizons. C'est un monde formidable si nous avons le courage, nous avons le sens de l'effort, le sens de la créativité pour se mettre au goût du jour, pour créer des contenus en mesure d'être vendus, s'exporter. Et je sais que nous avons les talents qu'il faut et donc rattrapons le retard le plus rapidement possible, que ce soit dans la création du contenu pour les télévisions, que ce soit dans la création du contenu à travers le théâtre, le cinéma. Et aussi, ça permet de mettre en lumière nos talents sur le plan artistique, sur le plan musical, sur le plan sportif, notre culture, notre paysage, nos montagnes, nos rivières. Comme certains le disent, la Guinée c'est un paradis, mais il faut que ce paradis soit connu à travers le monde pour booster le tourisme et reprendre notre place. Selon le technicien, cet ambitieux projet vient transformer durablement l'accès aux informations et divertissements dans le secteur audiovisuel guinéen, tout en offrant un soutien solide à la culture et aux productions locales. D'une durée de 24 mois, le coût de réalisation de ce méga projet d'utilité publique est estimé à plus de 70 millions d'euros. À présent, c'est décret dès 2024-264 PRG, CNRD, SGG portant promulgation de la loi L 2024-19 CNT du 8 juillet 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2024-19 CNT du 8 juillet 2024 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds saoudien pour le développement relatif à la construction d'un hôpital, mère et enfants à Koya, signé le 9 novembre 2024. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2024-19 CNT du 8 juillet 2024 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et le Fonds saoudien pour le développement relatif à la construction d'un hôpital mère et enfants à Koya, signé le 9 novembre 2024 pour un montant de 75 millions de dollars américains. Article 2. Le présent décret qui abroge toute
dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 21 décembre 2024, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret des 2024-267 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère du Travail et de la fonction publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur national de la réforme administrative, Monsieur Guénaboumadi Koma, précédemment directeur général du Centre d'études de recherche et de formation du Conseil national de la transition, CNT. Directrice nationale adjointe du travail et des lois sociales, Madame Joséphine Collier, précédemment chef de section lutte contre le travail des enfants et ses pires formes à la direction nationale du travail et des lois sociales. Directrice générale adjointe de la fonction publique, Madame Damba Kamara, précédemment manager capital humain à Guinée Aluminium Corporation, GAC. Directeur national de l'Observatoire national du travail, Monsieur Alceni Niaré, ingénieur d'études statistiques. Directrice nationale adjointe de l'Observatoire national du travail, Madame Idiatou Bari, précédemment conseillère en insertion professionnelle sociale. Directeur national adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Farayeya Tolno, administrateur civil. Directeur national adjoint du service national concours, examen professionnel et contrat, Monsieur Mamadou Bassirou Diallo, précédemment conseiller en recherche. À article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 21 décembre 2024, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-268 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de gestion des produits et substances chimiques. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Le Conseil national de gestion des produits et substances chimiques en abrégé CNGPSC est un organe consultatif du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sous l'autorité du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le Conseil national de gestion des produits et substances chimiques a pour mission de donner des avis et orientations et de formuler des recommandations sur les problématiques relatives à la gestion des produits chimiques. À ce titre, il est particulièrement chargé de donner des orientations relatives à l'élaboration des politiques, stratégies et plans nationaux de gestion des produits chimiques. Favoriser la synergie d'action entre les secteurs et les acteurs concernés par la gestion des produits chimiques, veiller au respect des normes environnementales en vigueur par rapport aux activités intersectorielles relatives à la gestion des produits chimiques. Veiller à l'application des directives et dispositifs législatifs et réglementaires en rapport avec la gestion des produits chimiques dangereux. Veiller à l'utilisation des produits chimiques alternatifs aux produits chimiques dangereux ayant moins de risques sur la santé et l'environnement. Veiller au respect des normes en matière de prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances. Veiller au respect des conventions et protocoles relatifs à la gestion des produits chimiques. Article 2, chapitre 2, organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, le Conseil national de gestion des produits et substances chimiques comprend une assemblée générale, un secrétariat exécutif. Chapitre 3,
dispositions finales. Les ministres en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, de la santé, du commerce, de l'industrie et des PME, de l'économie et des finances, des mines, de la pêche, de la communication et de la sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 décembre 2024, signé le général Mamadi Doumbouya. Et puis récemment, le ministre des Affaires étrangères était en mission diplomatique en Sierra Leone. Dr Maurice Anda Kouyaté a rencontré les autorités léonaises au plus haut niveau, parallèlement les représentants des associations guinéennes vivant à Freetown. Un seul objectif, faire le point sur les rumeurs qui ont circulé récemment dans la cité quant au rapatriement des citoyens léonais se trouvant sur le territoire guinéen. Makeme Donzo, reportage. Les honneurs militaires à Pamelap pour l'émissaire du président de la République, Dr Maurice Anda Kouyaté, passe quelques instants avec les forces de défense et de sécurité guinéennes pour leur transmettre les messages de félicitations du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations du président de la République, le commandant en chef des forces armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, et les salutations de votre ministre, le ministre de la Défense, le général Abouakar Sidiki Kamara. En Guinée, tout va bien. Et nous sommes, comme vous le savez, avec vous d'ailleurs, nous sommes en train de refonder l'État guinéen. À Conakry, il y a des lieux qui sont devenus des lieux criminogènes, où les gens se retrouvent pour vendre, pour échanger, pour consommer la drogue. Et donc à partir de là-bas, ils échafaudent des plans pour aller agresser les pauvres citoyens. Nous ne pouvons pas laisser les criminels agresser les paisibles citoyens. Puis, cap sur Freetown. Quelques minutes seulement après une rencontre de haut niveau avec le président Julius Maada Bio, le chef de la diplomatie guinéenne reçoit les représentants des différentes associations de la communauté guinéenne vivant à Sierra Leone. Il les appelle à renforcer les liens de fraternité entre eux. Donnez-vous la main, mes chers frères. Personne n'a de leçon à donner à la Guinée sur la gestion des voisins, sur la gestion des Africains dans notre pays. Donc personne n'a de leçon d'africanité, de panafricanisme à donner à la Guinée. Personne. Nous sommes le premier pays indépendant à dire non au colonialisme français. Et après les autres nous ont suivis. Personne ne nous donne de leçons sur la gestion des Africains. La Guinée, c'est le seul pays qui a commencé à dire qu'elle était prête dans sa constitution, la première constitution guinéenne, si vous la lisez, la Guinée a dit qu'elle était prête à renoncer à une partie de son indépendance s'il s'agit de libérer toute l'Afrique. Quand vous prenez l'hymne national de la République de Guinée, l'hymne national, il y a plus le nom de l'Afrique plus que le nom de la Guinée. Comptez. Ils sont venus ici voir le président. Le président Maada Bio a bien parlé de nos relations. Il m'a dit, moi, la Guinée, c'est mon pays. Et je sais que vous aussi, la Sierra Leone, c'est votre pays. Donc maintenant, tout est clair, nous avons compris de quoi il s'agit. Terminé. C'est derrière nous. On s'est félicité et puis je l'ai rencontré en tête à tête. Il n'y avait personne, nous étions deux. On a encore parlé du renforcement de nos relations. Mais il y a eu télescopage de deux choses. Ça, c'est la situation qui s'est passée en Guinée. Mais il y avait aussi une situation interne ici que je ne peux pas commenter. Mais il s'est trouvé que certains aussi faisaient quelques malversations ici. Un peu de trafic de gens, on fait venir des personnes en disant qu'ils les envoient
en Europe et tout, ils paient de l'argent à travers une société que je ne veux pas nommer ici. À travers cette société, ce groupe-là a été démantelé par l'État sierra-léonais. Une mission diplomatique bien remplie et un entretien fructueux avec les compatriotes de Freetown. Dr Mourisanda Kouyaté quitte la Sierra Leone avec l'assurance que les Guinéens qui vivent dans ce pays ami vont davantage resserrer les liens de fraternité entre eux. Je vous l'annonçais au sommaire, l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre du commerce vient de prendre fin à Conakry. La rencontre a mobilisé 128 délégués consulaires de l'institution, ce qui a permis de faire le bilan des activités réalisées et d'adopter le plan d'action et le budget de l'année 2025. Lansana Marissigla, Aboubakar Djabi. Après 19 ans d'absence sur la chaîne sous-régionale et internationale, la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée annonce son comeback sur le terrain. Ici, à Conakry, cette institution vient de boucler les activités de sa deuxième Assemblée générale ordinaire. Ces 2 jours d'intenses travaux ont permis aux 128 délégués consulaires de l'institution et de quelques acteurs du secteur privé du pays de définir à l'unanimité le plan d'action et le budget de l'année 2025. La nouvelle orientation de la Chambre, c'est d'abord encore aller à l'offensive. À partir de janvier, dans les 3 premiers mois, nous mettrons aussi les représentations consulaires dans certains pays, à travers partout où il y a une forte mobilisation de la communauté guinéenne, comme les États-Unis, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, la Belgique et d'autres pays. Une nouvelle orientation qui prend en compte tous les paramètres comme les échanges commerciaux, diplomatiques et économiques conformément aux idéaux des autorités de la transition. On rassure la population guinéenne d'abord qu'il y ait la paix, la quiétude. Surtout, nous vous assurons que les prix des denrées de premier ministre, c'est le souci majeur aujourd'hui du Guinée, c'est le souci majeur aujourd'hui de nos dirigeants. On va se battre pour que ces prix soient homologués, que ce soit raisonnable, que ce soit acceptable pour tous. La population, on va les assurer qu'Inch'Allah, le prix des denrées vont baisser. Inch'Allah, parce qu'on est derrière le président, le général Mamadi Doumbouya. Inch'Allah, il a promis, il va le faire. Depuis sa création, il y a de cela des années, la Chambre du commerce ne cesse de s'employer pour l'équilibre des prix des denrées de grande consommation. L'an 2025 s'annonce alors à grands pas pour marquer la refondation et la redynamisation de cette institution en faveur des populations. Deuxième grand titre de cette édition, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a jeudi dernier tenu une table ronde qui a réuni institutions financières et agripreneurs. L'idée de créer un cadre de dialogue structuré et constructif entre les acteurs du secteur. La suite dans ce reportage de Ali Badara Kondé. Quel mécanisme pour l'accès au financement des agripreneurs ? C'est autour de cette thématique que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a lancé officiellement les travaux de la table ronde entre institutions financières et les agripreneurs. Au cours de cette table ronde, environ 300 participants représentant d'institutions financières, agripreneurs, interprofessions agropastorales, experts et autorités publiques échangeront autour de 2 panels de haut niveau qui s'articulent autour de l'accès au crédit et des opportunités de financement et d'investissement pour les agripreneurs dans le cadre du programme Simandou 2040. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour inciter les banques à prêter au secteur agricole. Donc nous, au niveau de la PCRG, monsieur le ministre, vous pouvez compter sur nous pour augmenter le concours des banques au secteur agricole. L'une des missions de la PCRG est de promouvoir le financement de l'économie, de diversifier les sources de financement pour les entreprises, les ménages et les administrations publiques. Cette table ronde est un véritable cadre d'échange entre décideurs, agripreneurs et investisseurs. Le secteur agricole est considéré comme un pilier fondamental de l'économie guinéenne. La Guinée possède un potentiel agricole considérable. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, nous devons nous attaquer à un ensemble de défis, parmi lesquels nous pouvons citer l'accès au crédit, l'amélioration des infrastructures et des capacités techniques. Ce sont ces défis que nous devons surmonter ensemble dans un esprit de coopération et de solidarité. Au cours de cette table ronde,
Un panel a été animé par des ministres et des cadres des institutions financières et agripreneurs. Un véritable terrain d'échange sur les problèmes qui assaillent leur secteur. Dans l'actualité encore, les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur sont en retraite à Kindia Pastoria. L'idée est de reformer les programmes au niveau des études avancées. C'est un atelier méthodique de mise en conformité des offres de master dans les institutions publiques d'enseignement supérieur de Guinée. Mounir Bari, compte rendu. C'est une retraite inédite initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les cadres, personnes ressources, experts et les responsables des institutions planchent sur les travaux de méthodologie de mise en conformité des offres de master. Les programmes ont pris du temps, il y a plus de 15 ans, et il est normal de les revisiter. C'est un débouché de formation pour ceux qui sont titulaires de licence, qui ne souhaitent pas aller tout de suite embrasser le marché du travail, mais continuer leur formation. Le marché de l'emploi est dynamique. Dès lors, les formations ne sauraient être statiques et donc c'est une phase extrêmement importante de la vie de notre milieu académique pour aller vers la conformité, formation et marché de l'emploi. Cette rencontre essentiellement stratégique et scientifique devra déboucher sur plus de 30 livrables. Plus de programmes de formation révisés, repensés et mieux adaptés aux besoins du monde de l'économie guinéenne et des entreprises locales et étrangères. Son Excellence, Monsieur le ministre Alpha Bakar Bari, a mis en place un comité scientifique qui sera chargé de regrouper vraiment nos enseignants, nos professeurs, nos éminences, comme je le dis, dans ce domaine-là, afin qu'ils nous livrent en tout cas une dernière revue, lecture de ces offres de formation qui seront à la suite pluguées ou branchées dans notre système d'enseignement supérieur. Le diplôme de master est un document charnière dans le processus de formation continue, notamment vers les grades académiques. Les membres du comité scientifique travaillent dans une nouvelle dynamique de toilettage de textes et de modernisation des programmes pour une meilleure gouvernance et pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Modernisation de l'administration publique. Pour atteindre les objectifs assignés, une retraite de 3 jours est organisée au ministère du Travail et de la Fonction publique. À Kamsar, il sera question de passer en revue les acquis et se pencher sur les défis à relever l'année suivante. Mamadi Terna Kamisoko. C'est parti pour la retraite des cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique. La cité minière de Kamsar abrite les travaux de 3 jours qui vont tracer les sillons de la nouvelle année 2025. Les défis liés à la gestion du personnel de l'administration, à l'amélioration de l'environnement du travail, à la clarification de la vision partagée sont autant de questions qui marquent cette retraite du ministre Bourouno et son équipe. Étant donné que nous sommes en fin d'année, il faut faire le bilan des réalisations et projeter les perspectives pour 2025. Nous sommes là pour travailler sur ce plan d'action, mais également questionner notre mode de travail, notre méthode de travail, l'organisation du travail au sein du département et conformément à la vision du chef de l'État. L'année 2024 a été particulièrement chargée pour le département avec le recrutement de 20 000 agents, la formation initiale et continue de nombreux cadres et l'assainissement du cadre juridique. Des actions fortes qui seront consolidées par d'autres initiatives avec surtout le début du méga-projet Simandou. C'est pourquoi à travers des team building et autres groupes de travail, les acquis et les insuffisances seront identifiés en vue d'une réponse adéquate en 2025. L'objectif étant de promouvoir une vision partagée des réformes avec pour credo offrir des services de qualité aux usagers. Et pour relever le défi de l'absence d'infrastructures adéquates de conservation des documents d'archives, le gouvernement guinéen procède à la relance des chantiers de construction des bâtiments d'archives à travers le pays. À la baie, les travaux en arrêt depuis plus de 20 ans ont repris grâce à la volonté du chef de l'État de préserver nos archives. Amadou Touré pour plus de précisions. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, les services d'archives sont généralement mal logés.
Pour rectifier cette situation, les autorités de la transition, en harmonie avec leur engagement de rectification institutionnelle et refondation de l'État, ont ouvert plusieurs chantiers pour les services d'archives dans le pays. C'est le cas de la direction régionale des archives, ici à l'Abbé. On a le bâtiment administratif de longueur 56 mètres et de largeur 15 mètres, de R+1, extensible de 2 magasins de 300 mètres carrés. Depuis la pose de la première pierre, comme vous l'avez constaté, les travaux évoluent très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'on va cesser de les suivre, parce que ce n'est pas le seul chantier qui est à suivre. Il y a beaucoup de chantiers comme vous constatez. Ce chantier, longtemps en souffrance, fait désormais la fierté des autorités de la transition puisqu'il est exécuté de manière globale à plus de 52%. Selon les experts du chantier, à peu près à 52% d'exécution. La dalle, elle est en train d'être coulée, ce qui est un énorme milestone qui est atteint. On rappelle que ce chantier a été initié il y a à peu près plus de 20 ans de cela. Et que c'est seulement maintenant, à partir de 2022, donc l'avènement du CNRD, que les travaux ont connu ce coup d'accélérateur. Donc on est pleinement satisfait pour le moment de l'évolution du chantier et on espère que dans un délai très très bref, nous allons être en possession de cette merveille. En plus de ce bâtiment devant servir de direction des archives de la région de l'Abbé, le gouvernement guinéen a en projet la réalisation de toutes les directions régionales dans les 3 autres régions naturelles et qui serviront de hub des archives du pays, en plus de l'extension et la modernisation du bâtiment de la direction à Conakry. Fin de la formation des agents qui seront postés au péage de Tanene. Ils ont pendant 2 jours appris le fonctionnement des logiciels. Grâce à l'expertise marocaine, la formation a été financée par le Fonds d'entretien routier. Moussa Komara. Dernier virage dans la construction du poste de péage et paysage intelligent de Tanene. Tous les travaux de finition sont attaqués. La formation des agents sur l'utilisation des logiciels et la gestion du système est bouclée. Durant des jours, ils ont maîtrisé tous les aspects techniques et fonctionnels de la plateforme. Nous avons essayé de faire une formation par relayage, c'est-à-dire nous avons formé les têtes de groupe et les superviseurs et qui eux peuvent relayer l'information et former les autres participants. Et ça a été une réussite. Les formations sont bien assimilées puisque le moniteur nous a donné des cours qu'on a pu vraiment assimiler. Et on pense que dans le futur, on pourra mettre aussi en application les cours qu'on a eu à assimiler. Les informations sur le tarif, les techniques d'accueil, la gestion des clients, tout a été maîtrisé. Près d'une 60aine de recrues seront déployés pour assurer le fonctionnement, le suivi et la gestion de cette infrastructure routière réalisée par le ministère des Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier. Les différents corps de métier qui sont au niveau de ce poste de péage, il y a d'abord le responsable de gare et 3 chefs de gare, et 4 superviseurs et une quarantaine de caissiers. Sur le site, les travaux de finition des toilettes publiques, les bureaux de contrôle évoluent. Pour la charpente métallique, il ne reste plus grand-chose. Nous sommes au niveau des finitions, nous sommes en train de monter les panneaux et après on va monter aussi les brandings et les insignes du ministère des Infrastructures et des Travaux publics et les insignes aussi du Fonds d'entretien routier. Et là où nous en sommes là aujourd'hui pour voir ce qui reste à faire, par exemple au niveau de la peinture des poteaux et tout. Nous allons rémunérer tout ça là et continuer les travaux pour que ça soit prêt selon le délai d'exécution. Ce poste de péage et de paysage est doté de caméras de surveillance, de 8 voies dont 4 sens, des capteurs, des barres intelligentes. À l'intérieur des cabines, des logiciels de péage. Son opérationnalisation n'est qu'une question de jours. Dans le cadre de l'exécution de la politique de refondation et de désenclavement des zones rurales, les autorités de la transition ont officiellement lancé les travaux de construction de la route Korifinde-Sakula-Bouka. L'objectif est de désenclaver cette zone agro-pastorale. Diarra Diallo. Kankama et Alpha Moussaya, 2 sous-préfectures de Dabola, seront reliées très prochainement.
Les travaux sur la piste rurale reliant les districts de Kouroufindé à Bouka via Sakola sont lancés après des années d'attente. C'est une volonté manifeste des autorités qui mettent les communautés rurales au centre de leurs préoccupations. Il faut reconnaître que cette route, ça fait longtemps qu'on est en train de chercher un financement pour la réalisation de la route, mais grâce à l'avènement du CNRT, à sa tête le président, le général Mamadi Doumbouya, nous avons réussi à avoir un financement du BND pour la réalisation de la route. Nous sommes convaincus que cette fois-ci, notre rêve sera une réalité. Ce projet est financé par l'État guinéen à travers le budget national de développement pour un coût de 5 361 855 100 francs guinéens, s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant du gouvernement guinéen à travers le ministère des Infrastructures et des Travaux publics à désenclaver nos localités, à dynamiser les économies locales et améliorer la mobilité de nos populations. La mise en circulation de cette piste rurale longue de 18 km permettra de désenclaver 35 villages, mais aussi facilitera l'accès aux zones cultivables. Nous savons que depuis 25 ans, ce projet est mis à l'eau, mais avec l'arrivée du chef suprême des armées, notre champion, le général Mamadi Doumbouya, et nous avons vu que tous les projets se sont réveillés pour leur parfaite exécution. Ça, c'est la volonté politique du chef suprême des armées. Je voudrais ensuite inviter la population, puisque vous êtes déjà là pour ça, à suivre, à porter secours, à porter main courante aux travailleurs qui sont là pour que le projet puisse s'exécuter dans le délai imparti. Ces travaux s'étendront sur 6 mois selon l'entreprise contractante. À l'issue de la relance des travaux de dégagement de la piste rurale Kouroufindé-Mbouka via Sakola, une lecture du Saint-Coran est organisée pour la paix et la stabilité en Guinée. Dans le volet santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a récemment séjourné à Lyon, en France, dans le cadre de l'inauguration de l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé. Dr Omar Dioueba a saisi cette occasion pour engager un dialogue constructif avec les experts du Centre international de recherche sur le cancer. Il a aussi rencontré d'autres partenaires pour discuter du renforcement de la coopération avec le système de santé guinéen. Sam Maratolno, compte rendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Omar Dioueba, séjourne à Lyon depuis le lundi 16 septembre 2024 dans le cadre de l'inauguration de l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette visite marque le début d'une collaboration renforcée entre la Guinée et les institutions médicales de renom visant à améliorer la santé publique en Guinée. J'ai eu l'honneur de recevoir les ministres et sa délégation ici au Centre international de recherche sur les cancers. Et dans cette visite, nous avons discuté quelles sont les priorités pour les pays vis-à-vis les contrôles du cancer, comment combattre les cancers sur le terrain. Monsieur le ministre a développé avec des experts guinéens un plan national de lutte contre les cancers. Ce plan est très compréhensif et très approprié pour les défis des cancers que les Guinéens s'affrontent aujourd'hui. Et nous avons discuté quelles sont les meilleures formes de collaborer ensemble pour faire avancer l'agenda des préventions, diagnostics précoces et traitements sur les cancers en Guinée. En outre, le ministre a rencontré divers partenaires pour discuter du renforcement de la coopération avec le système de santé guinéen. Nous sommes absolument ravis de pouvoir travailler aujourd'hui sur des collaborations qui s'annoncent très pertinentes sur les sujets de l'accès aux médicaments, sur les sujets de la maladie du sommeil, du cancer des enfants, et puis surtout tout ce qui est l'impact du changement climatique sur la santé qui devient le fléau aujourd'hui qui va toucher la population de tous les gens en Guinée et ailleurs en Afrique. On a notamment évoqué les questions de la santé des femmes, des questions d'accès aux médicaments, d'accès à l'innovation, qui permettent effectivement de sauver des vies et aussi de travailler sur la qualité des médicaments, la qualité des soins, ce qui sont des valeurs importantes pour la Guinée
et avec l'action volontaire du gouvernement et du ministre de la Santé, mais qui sont aussi des valeurs qu'on partage à United. Le ministre a également participé à l'inauguration de l'Académie de l'OMS à Lyon, le lundi 17 décembre 2024. La cérémonie présidée par le président de la République française, Emmanuel Macron, a vu la participation de plusieurs ministres de la Santé africains et a été ponctuée par une visite guidée du musée des Confluences. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que aujourd'hui nous avons un sentiment de satisfaction de voir un retour de notre pays sur la scène internationale. Dans l'allocution du président de la République française, il est revenu sur la vaccination, il est revenu sur la mortalité maternelle et infantile, et tout cela constitue une priorité pour notre pays. Ces rencontres stratégiques et la participation de la Guinée à des événements mondiaux d'envergure s'inscrivent dans les objectifs de l'un des piliers phares du programme Simandou 2040, visant à garantir la pérennité des infrastructures de santé en Guinée. Dans le même registre, la Direction nationale de la santé de Conakry vient de réceptionner un important lot de matériel et d'équipements médicaux. C'est un geste du gouvernement américain à travers le projet Notre Santé de l'USAID. Deux structures sanitaires bénéficieront de ce don qui entre dans le cadre du renforcement du système de santé local pour une meilleure prise en charge des malades. Adiatou Bari. Un des éléments fondamentaux pour la qualification des prestations de soins est la mise à disposition des matériels médicaux de pointe. Le projet Notre Santé USAID comprend bien cette nécessité. Il octroie du matériel médico-technique aux structures sanitaires de la ville de Conakry. Cette remise d'équipements et de matériels médicaux est une étape importante dans notre collaboration continue avec la Guinée. Elle s'inscrit dans notre volonté de continuer à renforcer les plateaux techniques des structures de soins afin d'améliorer les conditions de travail des professionnels de santé. L'hôpital régional d'Anta et le centre de santé de l'île de Kassa sont les principaux concernés. Au niveau de ces structures sanitaires, ce sont des lits d'accouchement, les échographes, des appareils dentaires et des équipements orthopédiques qui sont offerts. RTI a travaillé avec ce projet pour assembler justement les équipements dont un échantillon est là, les mettre dans des conteneurs et nous les expédier. Je voudrais rassurer nos partenaires du ministère de la Santé que d'ici la fin de ce projet, un total de 25 conteneurs remplis d'équipements seront envoyés en Guinée. Ces équipements vont nous permettre d'améliorer considérablement la prise en charge de nos patients, de renforcer nos capacités diagnostiques et thérapeutiques et de sauver de nombreuses vies. Il est important de signaler que la Direction régionale de la santé de la ville de Conakry a inscrit comme priorité le développement du partenariat public-privé adapté aux intérêts des deux parties. Nous remercions les donateurs, le gouvernement américain à travers l'USAID, le projet Notre Santé, qui ne cesse d'accompagner notre pays dans un essor de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. À l'image de la région de Conakry, chacune des 4 régions couvertes par le projet Notre Santé USAID sera dotée en équipements médicaux et consommables de dernière génération. Nous poursuivons cette édition. Chaque 3 décembre, l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes atteintes de handicap. En Guinée, la célébration a été faite en différé à Conakry. Une occasion pour ces personnes de connaître leurs droits et leur place au sein de la société. Bakary Bombakonde, reportage. Pour soutenir les personnes handicapées, les Nations Unies leur a dédié la journée du 3 décembre de chaque année, ce depuis 1992. Cette journée est l'occasion de sensibiliser sur la situation et promouvoir l'assurance des droits des handicapés afin de faciliter leur intégration dans la vie politique, économique et culturelle. En Guinée, elle est célébrée en différé cette année par la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, FEGIPA.
Nous voulons faire comprendre aux personnes handicapées qu'elles sachent leurs droits. Pour défendre tes droits, il faut les savoir, il faut les maîtriser. Donc nous allons leur communiquer qu'est-ce que c'est leurs droits pour qu'ils s'approprient les droits. Parce qu'il y a la convention internationale, il y a la convention 159, il y a la loi nationale. Nous allons leur expliquer réellement, au fondement même de ces textes, pour qu'ils sachent qu'ils ont des droits. Ils peuvent la défendre, ils peuvent faire la sensibilisation à d'autres personnes. Au centre de la fête, des panels autour du thème accessibilité et emploi des personnes handicapées à la lumière de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées et des conventions. Les panélistes expliquent les droits fondamentaux des personnes vulnérables dans la société et la volonté des nouvelles autorités à améliorer leurs conditions de vie et de travail en Guinée à travers des engagements pris récemment par le gouvernement. Un certain nombre d'engagements que l'État guinéen a pris et que nous, au niveau de la direction, avons obligation de suivre pour que les engagements puissent être effectivement traduits en actes concrets. Des fauteuils roulants et des béquilles ont été offerts à la FEGIPA par l'association de soutien aux personnes vivant avec le handicap à l'image des années antérieures pour faciliter la mobilité de ses membres. La couverture médicale des agents de l'État est l'un des plus grands acquis du CNRD, un aspect pris en compte à 80% par l'État guinéen. À cela s'ajoute la valorisation de la pension des retraités, une grande première dans l'histoire de notre pays. C'est notre rétrospective de ce soir, signée Alpha Isiagaba. Regardez. L'année 2024 aura été une année de grandes réformes dans la protection sociale. En Guinée, pour la première fois, la couverture médicale des fonctionnaires et retraités est effective. L'initiative présidentielle lancée le mois d'août 2024 marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique sociale du CNRD en faveur de populations. C'est la matérialisation d'un souhait longtemps exprimé par les Guinéens. À ce jour, plusieurs fonctionnaires et retraités qui sont des assurés sociaux sont pris en charge à hauteur de 80% dans tous les hôpitaux publics du pays. Toutes les fédérations syndicales de l'éducation et les centrales syndicales ont salué les efforts opérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Au Fonds de développement social de l'indigence, un outil robuste est créé. C'est le registre social unifié. La mise en place du RSU a permis d'identifier tous les ménages pauvres du pays. À ce jour, sur la base de données du registre social unifié, plus de 900 000 ménages y sont répertoriés à travers le pays. Déjà, plusieurs malades indigents ont reçu des titres de prise en charge sanitaire gratuite à travers le pays. Pendant ce temps, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale 2024 aura été l'aboutissement de long processus de protection sociale. Dans les 9 préfectures pilotes du projet et la zone spéciale de Conakry, 150 000 ménages extrêmement pauvres sont bénéficiaires des transferts monétaires d'urgence du programme NAFA. À l'orée de l'année 2025, le projet rentre dans une phase transitoire et amorce l'élan des transferts monétaires réguliers et s'étendront sur 18 mois en faveur des mêmes ménages bénéficiaires. Des prières pour la paix et la cohésion sociale. Le ministre Moussa Moïse Silla était chez le Khalif de Djanfo dans la baie. Il a sollicité les bénédictions de l'érudit Elhadj Abdul Gaderi Diallo pour la stabilité en Guinée. Ainsi, le Khalif et ses talibés ont fait des invocations et des prières pour la bonne marche de la transition. Un cours aussi pour le bien-être des Guinéens. Ousmane Ba. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat chez le Khalif de Djanfo. Moussa Moïse Silla sollicite les prières et bénédictions d'Elhadj Abdul Gaderi Diallo pour la paix et la quiétude sociale en Guinée et en faveur du président de la République, général Mamadi Doumbouya. En réponse, l'érudit organise la lecture du Saint-Coran, suivie d'invocations pour que Dieu répande sa miséricorde sur toute l'étendue du territoire national. C'est un plaisir pour lui de recevoir cette délégation du chef de l'État.
ce que vous avez sollicité, c'est-à-dire des prières pour le peuple de Guinée, ce qu'il est en train de faire toujours pour le peuple de Guinée, pour la paix, pour l'unité nationale, la cohésion sociale, et ce qu'il est toujours en train de faire pour tous les fils du pays. Donc ça a été un honneur et un plaisir pour lui de recevoir M. le ministre au nom du chef de l'État. Des prières pour la paix et la cohésion sociale, mais aussi pour que les autorités puissent mener à bien le navire Guinée. Auprès du Saint-Homme, le talibé et toute la famille ont donc pu effectuer cette séance de lecture du Saint-Coran à l'honneur du président de la République pour que Allah le place sous sa guidance. Nous remercions Cheikh, nous remercions le calife, nous remercions ces talibés et l'ensemble des personnes, et tous ceux qui ont pris part donc à ces séances de lecture du Saint-Coran. Le président de la République a besoin de ces prières, il a besoin de ces doigts, il a besoin de toutes ces invocations pour que la paix règne dans le pays et que nous puissions conduire ce pays vers le progrès. À l'occasion de cette rencontre, les notables de Dionfo ont formulé un plaidoyer portant sur le reprofilage de la route reliant Dionfo à l'Abbé. Nous ne changeons pas de sujet. À Koya, la mosquée centrale a ce vendredi réuni une centaine de fidèles autour de la lecture du Saint-Coran, initiative portée par le collectif des ressortissants de la localité et de la Ligue islamique préfectorale pour le maintien de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Guinéen Sané, Alkali Kobele Keïta. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran s'est tenue à la mosquée centrale de Koya. Organisée par le collectif des ressortissants de Koya et la Ligue islamique préfectorale. Cette initiative a pour objectif de prier pour la paix et la cohésion sociale et de demander des bénédictions divines pour les autorités et les populations guinéennes. Nous avons sollicité des autorités religieuses de formuler des prières pour le pays, pour le peuple, pour la paix, pour le rassemblement. Et nous profitons de l'occasion pour exprimer notre adhésion à la vision de rassemblement, Monsieur le Président de la République. Koya, c'est la plus petite préfecture, mais c'est elle qui accueille quasiment toutes les composantes de la Guinée. C'est pourquoi notre collectif va au-delà des fils de Koya, mais regroupe également les résidents de la préfecture de Koya pour qu'ensemble, nous nous donnions la main pour impulser, aux côtés de l'État, la dynamique de développement, non seulement du pays, mais aussi de notre préfecture. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés pour venir. Je prie pour le pays, que Dieu accorde la paix au président de la République, à son gouvernement et à tous les Guinéens. La cérémonie a été marquée par une lecture collective du Saint-Coran, suivie de prières dirigées par les leaders religieux locaux, en présence du ministre du Plan et de la Coopération internationale et du ministre de l'Économie et des Finances. Avoir l'amour de sa patrie reste assujetti au maintien de la paix et à l'entente. J'ai demandé au Tout-Puissant Allah d'accorder la paix à tous les Guinéens en général et au président Mamadi Doumbouya en particulier. Nous devons continuer à raffermir les liens de parenté, les liens d'unité nationale, à consolider la paix et que nous puissions organiser et renouveler la lecture du Coran dans tous les endroits de la Guinée. Cette rencontre vise à renforcer les liens de solidarité et d'unité entre les fils et filles de la préfecture de Koya et de toute la nation. À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, la direction préfectorale de l'éducation de Koya a échangé avec les élèves et parents d'élèves sur l'importance de la thématique. D'autres activités comme la lecture du Saint-Coran ont été menées, une occasion de promouvoir le vivre ensemble. Abdelaziz Baldé. Les populations de Koya restent reconnaissantes au chef de l'État pour les efforts fournis dans leur préfecture. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée pour promouvoir le vivre ensemble, mais aussi prier pour le président de la République. En Guinée, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente. C'est dans cette idée-là que nous avons prié pour qu'il y ait la paix et que notre président ait longue vie et santé de fer pour
parachever tout ce qu'il a commencé. Devant les autorités locales, plusieurs réformes engagées par le gouvernement dans la préfecture de Koya ont été magnifiées. Les voiries urbaines, les infrastructures scolaires, entre autres. Le président de la République a fait de la refondation du système éducatif une priorité depuis le 5 septembre 2021, avec pour résultat la construction des infrastructures scolaires partout en Guinée, la formation de nos enseignants, la normalisation des examens nationaux, le recrutement de 10 000 enseignants contractuels à la fonction publique. La mobilisation que vous avez depuis ce matin au compte des questions pour le rayonnement de la Guinée, parce que vous avez dit ici tout de suite dans la chanson que vous ferez tout pour la Guinée pour ce rayonnement. Cette journée de prière et de sensibilisation sur la paix est une initiative de la direction préfectorale de l'éducation de Koya. Le programme vise à inviter la population de Sumbuya à s'investir davantage dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Dans la préfecture de Sigiri, des citoyens mobilisés autour d'un carnaval prônent des messages de paix et d'unité nationale. Pancarte en main, ils ont marché de l'aéroport au centre-ville pour marquer leur engagement pour le renforcement de la cohésion en Guinée. Pendant une semaine, la ville vibrera au rythme des festivités du mouvement Sigiri Benkama. Nabila Moussa Kamara, Fodé Bari. C'est la cérémonie de clôture des activités du mouvement Sigiri Benkama dans la ville de Sigiri et ses environs. Démarrée depuis le 15 décembre 2024, ces séries d'activités planifiées par le mouvement ont pris fin ce samedi 21 décembre à travers ce grand carnaval. La population de Sigiri, dans son ensemble, est sortie massivement pour soutenir les actions de développement du président de la République. Et nous disons merci aux autorités, merci à la personne et à la jeunesse de Sigiri pour sa forte mobilisation. L'ère du CNRD, c'est le temps de l'action. C'est l'action qui est beaucoup plus considérée par la population de Sigiri. Le chef de l'État aujourd'hui a décidé d'agir au lieu de parler. C'est pourquoi nous le soutenons à tous les niveaux. Ce coup d'essai du mouvement Sigiri Benkama est devenu un coup de maître. Les citoyens de Sigiri s'en réjouissent. C'est une réussite parfaite, jamais vue. C'est tout Sigiri qui est là. Ce carnaval dit beaucoup de choses. Il doit être encouragé et soutenu pour qu'il puisse terminer ses œuvres. Je voudrais faire appel à la jeunesse de Sigiri, de Mandé, de Dioma, de se donner la main, rester derrière le CNRD, rester derrière le président général Mamadi Doumbouya, car il a la volonté de développer Sigiri. Les preuves vont commencer. Donc donnons-nous la main et restez derrière le général Mamadi Doumbouya. Avec la réalisation des travaux d'intérêt général dans la ville, les initiateurs et les autorités préfectorales en appellent la population de Sigiri à une solidarité à la base. Il y a beaucoup de projets à Sigiri aujourd'hui que le président a initié. Sigiri Benkama est venu à Sigiri dans le sens de sensibiliser les populations pour une reconnaissance. Beaucoup de gens ne savaient pas en fait tous les projets qui sont faits en leur faveur. Nous avons vraiment compris que les populations ont adhéré à la sensibilisation, ont compris. On est très contents de cette mission qui s'est soldée par un succès éclatant. Tout Sigiri le soutient parce que le travail qu'il est en train de faire à Sigiri, c'est pour faire oublier les Sigirinkas de souffrance. Donc, hommes, femmes, enfants, tous les citoyens, même dans les préfectures, sous-préfectures, tout le monde le soutient. Ces activités se sont déroulées dans une atmosphère de convivialité. L'artiste Anstiprési a tenu en haleine les mélomanes à travers ses morceaux phares. Pour accompagner la vision du président général Mamadi Doumbouya, les autorités locales et la communauté comptent multiplier les activités afin de pouvoir tirer le maximum de bénéfices pour les femmes et les jeunes de Sigiri. Et pour finir, l'archidiocèse de Conakry s'apprête à vivre l'année jubilaire 2025. À partir du 29 décembre prochain, l'ouverture du jubilé se tiendra à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, où de nombreux fidèles seront attendus. Antoine Macaulay, Marie-Ange Pingoura. Après l'année jubilaire en 2000, le pape François décrète celui de 2025 sous le thème «
pèlerins de l'espérance. Cette année ecclésiale s'annonce comme un événement marquant pour les communautés religieuses et les pèlerins à travers le monde. Ce week-end, les membres du comité ad hoc chargé de l'organisation de cet événement ont rencontré les médias nationaux pour partager les informations clés et surtout susciter de l'enthousiasme autour de cet événement d'une grande importance spirituelle, ecclésiale et sociale dans la vie de l'Église, dont l'ouverture est prévue le 29 décembre à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. À partir du 29, tous les diocèses du monde entier vont faire l'ouverture. Et après cette ouverture, les pèlerins peuvent commencer à faire leur démarche. Nous allons être en pèlerinage. Une fois à la porte de la cathédrale, nous allons tous nous arrêter. L'évêque va prendre la croix qu'il va présenter au peuple de Dieu pour la vénération. Et après, il va donner le sens de l'ouverture. Et je vous annonce que ce sera la croix que le pape Jean-Paul II nous a laissée pendant sa visite, qui servira de croix du jubilé. Le jubilé est une occasion pour les fidèles de s'immerger dans l'infinie miséricorde de Dieu et de vivre au service des uns et des autres. Pour cette année jubilaire, ils sont appelés à être pèlerins de l'espoir. C'est les grâces de restauration personnelle, mais aussi de se revigorer dans notre